Eh ben, merci beaucoup. Donc d'abord, un grand merci pour l'invitation. C'est toujours agréable de venir parler d'intelligence artificielle. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît bien. Le but de cet exposé, c'est d'essayer de retracer comment on en est arrivé à ChatGPT, quelles ont été les grandes étapes marquantes, voilà, le deep learning et ces choses-là, pour on ne va pas avoir le temps de faire toute la technique intermédiaire, mais je voudrais quand même vous transmettre des bases techniques qui permettent derrière d'avoir une réflexion éthique, mais qui est ancrée dans des choses un petit peu concrètes. Donc en termes d'historique, l'intelligence artificielle, ça commence exactement en même temps que l'informatique. D'ailleurs, les deux se personnalisent en Alan Turing. On est autour de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on invente le numérique et l'intelligence artificielle, à ce moment-là, est totalement indiscernable du numérique. Derrière, il y a 50 ans de foisonnement. Et quand je dis foisonnement, ça peut être n'importe quoi, hein. Des propositions algorithmiques, des nouveaux langages de programmation, des différents paradigmes. Ça touche vraiment plein de domaines, l'optimisation combinatoire. L'analyse de données, à cette époque-là, est encore assez marginale. On essaye plus de retranscrire la connaissance d'un expert sous forme d'algorithme. Les réseaux de neurones modernes, puisque aujourd'hui en intelligence artificielle on parle beaucoup de ça, c'est le milieu des années 80. On voit Geoffrey Hinton, Yann LeCun qui inventent les algorithmes qui vont faire tourner ces réseaux de neurones. Quand on avance un petit peu dans le temps, on se retrouve sur une décennie, milieu des années 90, milieu des années 2000. Et là, c'est l'émergence des GAFAM. Alors, moi, je ne suis pas forcément fasciné par ces grandes entreprises américaines, mais il faut comprendre à quel point notre objet d'étude va être complètement chamboulé dans cette décennie-là. Évidemment, c'est radicalement différent de théoriser ce qui va se passer sur un réseau d'information ou de le mesurer sur un réseau social comme Facebook. C'est complètement différent de discuter un petit peu des algorithmes de recommandation au niveau théorique et puis de le mesurer en pratique sur des boutiques. Les premiers challenges sur le véhicule autonome en 2004, j'aime beaucoup cette date-là, puisqu'en 2004, c'est l'armée américaine qui a financé des voitures. Ça se joue dans un désert, évidemment, et aucune des voitures ne franchit la ligne d'arrivée. Donc pour nous, 2004, c'est vraiment la préhistoire, quoi. Si on avance encore un petit peu dans le temps, à partir du milieu des années 2000, ça commence à marcher. Il y a un emballement suite à un certain nombre de réussites autour de l'intelligence artificielle. Les véhicules autonomes commencent à se développer, les systèmes de recommandation, l'analyse des réseaux sociaux. Et dans toutes ces dates-là, moi, il y en a une qui me parle plus que les autres, c'est 2012. Même si ce n'est pas la plus marquante au niveau communication. À cette époque-là, donc, c'est le petit truc qui est là-haut, là, il y a Geoffrey Hinton, qui était déjà à la base des réseaux de neurones, qui sort une approche pour détecter des objets dans les images. Et il participe à une compétition, mais une compétition vraiment académique, qui n'a pas beaucoup d'éclairage, qui s'appelle ImageNet. Et en fait, sur cette compétition, ils arrivent à diviser par 2 le taux d'erreur. On était à 30% d'erreurs dans la détection d'objets dans les images, et on passe à 15% d'erreurs. Ça peut vous sembler énorme, mais il y avait 1000 classes d'objets à détecter. Donc en fait, c'est des chiffres qui étaient déjà intéressants. Et ils arrivent à faire de la communication autour de cet événement-là. Et là, il y a un emballement, en fait. Je sais pas, il y a toutes les grandes entreprises se disent, ça y est, on a passé le point à partir duquel ces technologies-là sont rentables pour nous. Et donc, chaque entreprise crée un data lab. Et c'est vrai que ça va générer énormément de propositions dans les années qui suivent. L'autre date, évidemment, c'est ChatGPT, fin 2022, qui explique probablement pourquoi on est ensemble aujourd'hui. Donc l'intelligence artificielle, c'est plein de choses. Dans la définition d'origine en 1956, en gros, c'est quand on arrive à automatiser un processus qui était suffisamment compliqué pour que jusque-là, il ait été fait que par des humains. C'est une définition hyper vague. C'est une définition que j'aime bien parce qu'aujourd'hui, n'importe qui a une petite innovation dans une entreprise dit qu'il fait de l'IA. C'est comme ça, c'est vendeur. Et selon la définition d'origine, c'est plutôt vrai. Après, il nous faut des choses mieux cadrées, et donc on va plus se baser sur la définition de Andrew Inge, celle qui est illustrée à droite. En fait, pour Andrew Inge, l'IA, c'est comme n'importe quel problème informatique, il faut très bien identifier les entrées, les sorties,
Si vous avez des mails et vous voulez savoir si c'est des spams, vous avez du français, vous voulez le traduire en anglais, vous avez un utilisateur sur Internet et vous voulez estimer la probabilité qu'il clique sur une publicité. Ça, c'est un projet d'informatique. Là où c'est différent, c'est qu'on va essayer de le traiter en apprenant automatiquement le lien entre les entrées et les sorties à partir d'exemples. On va y revenir dans la suite. Donc cette vague qui est à l'intérieur de l'IA, qui concerne l'analyse de données, elle repose sur différents composants fondamentaux. Évidemment, les données, c'est une évidence. Évidemment, la puissance de calcul, c'est aussi une évidence, on en parle souvent. Et puis on oublie la troisième roue, qui pourtant, à mon avis, est la plus importante, la partie logicielle. L'IA, elle s'est développée incroyablement ces dernières années parce que les composants logiciels ont énormément progressé. Pour vous donner un ordre de grandeur, ce qu'on envisageait avec des doctorants il y a 10 ans, à un horizon 4 mois, 6 mois, donc des projets assez lourds, assez conséquents en termes de développement, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui en master, bientôt en licence, avec des étudiants, et sur un TP de 2 heures, 4 heures. Voilà. Comment on a ce changement d'échelle? Ce n'est pas la puissance des ordinateurs, hein. Ça explique absolument pas. C'est le cadre logiciel qui est incroyablement plus robuste, qui nous permet d'assembler des composants, de créer des machines à la fois hyper complexes et assez fiables dans un laps de temps hyper réduit. Donc la promesse de l'analyse de données, c'est de se dire, au lieu d'avoir à recopier le processus de décision d'un expert, on va simplement proposer des données. Sur un exemple hyper simple, donc on a des pommes, et je dis à l'ordinateur, il s'agit d'une pomme verte, il s'agit d'une pomme rouge. Et la promesse de l'analyse de données, c'est d'être capable de créer automatiquement un algorithme, la partie à droite, qui, lorsqu'on lui propose des nouveaux échantillons, va poser un diagnostic automatiquement. Évidemment, on va démystifier un petit peu. Ça ne se passe pas tout seul. En réalité, il y a un gros travail d'expertise. Il y a des experts qui viennent et qui nous disent, bon, sur la pomme, il faut regarder tels aspects, tel diamètre, couleur, texture. Et en fait, notre zone de confort, c'est une table Excel. Notre zone de confort, c'est une table Excel. On a un échantillon qui est représenté sur chaque ligne. On a une caractéristique qui est représentée sur chaque colonne. Et nous, on va simplement construire une fonction mathématique qui prend une ligne de cette table Excel et qui est capable de poser un diagnostic. Des fonctions mathématiques, comme ça, on en a plein. On en a plein, vous avez probablement entendu parler de modèles statistiques, d'arbres de décision, de forêts aléatoires, et puis de supports de vecteurs machines ou de réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est une fonction parmi d'autres pour répondre à ce besoin et faire le lien entre ce que j'observe et ce que j'ai envie de prédire en sortie. La spécificité du réseau de neurones, c'est d'être hyper complexe. Et hyper complexe, il faut l'entendre dans tous les sens du terme. Quand on a un opérateur hyper complexe sous la main, ça veut dire qu'on peut tout faire. Et quand on peut tout faire, on fait souvent n'importe quoi. Donc ça ne va pas être simple à dompter comme machine. Voilà. Le message clé à retenir, c'est que quand on est en analyse de données, le processus, il se joue en 2 temps. Il y a un temps qui est extrêmement coûteux. C'est le moment où j'observe mes données et où je construis ma fonction mathématique pour faire un bon prédicteur en face de chaque échantillon. D'accord ? Et puis, il y a un deuxième temps qui est radicalement différent, qui est séparé dans la chaîne industrielle. C'est le moment où mon opérateur mathématique est opérationnel, où je le fige et où je vais l'utiliser. Et ce moment-là, c'est beaucoup plus efficace. D'accord ? C'est ce que j'ai essayé d'illustrer. À gauche, vous avez un data center, parce que vraiment, c'est des ressources de calcul nécessaires colossales. Et à droite, je peux le déployer sur un téléphone portable parce que j'ai figé cette fonction mathématique et que maintenant, elle doit marcher juste sur des nouveaux échantillons, mais sans être transformée à l'intérieur. Bien. Passons un petit peu à la distinction entre les classes d'algorithmes qu'on a à disposition et en analysant ça sur des données textuelles. J'ai essayé de repartir d'un exemple très simple. On veut faire du sondage d'opinion sur Internet. Et le sondage d'opinion, en fait, c'est une tâche qui est assez difficile, assez subjective. Voilà. La méthode historique de traiter ça, c'est d'aller voir un expert, un linguiste, et de lui demander comment on fait. Et le linguiste dit c'est facile.
C'est facile, il y a des tournures de phrases qui permettent de faire face à cette problématique. Et si vous regardez un certain champ lexical, vous avez des opinions positives. Et si vous regardez d'autres tournures de phrases caractéristiques qu'on est capable de détecter, vous avez des opinions négatives. Super. Ça marche bien, ça marche encore aujourd'hui. Hein, c'est des techniques. On reproduit la décision de l'expert. Il n'y a pas encore d'analyse de données. Et on est sur un système qui va avoir des propriétés de performance assez intéressantes. Puisque ce système-là va avoir une bonne précision. Quand on pose un diagnostic, le diagnostic a tendance à être juste, presque tout le temps. Ça marche bien, quoi. Et puis, évidemment, ce système, il a un défaut majeur. On n'a pas envisagé tous les cas de figure. Donc, il y a plein de documents pour lesquels on n'est pas capable de poser un diagnostic. On a un mauvais rappel, une mauvaise couverture. En parallèle, les statisticiens s'occupent de la même tâche. Et les statisticiens disent, alors nous, pas de problème, on va prendre ça très différemment. On va revenir à notre table Excel, notre zone de confort. Et comme ce n'est pas facile de faire rentrer un texte de longueur variable avec différents mots dans la même table Excel, on vous propose un processus assez destructeur. Ce processus, c'est de mettre un mot dans chaque colonne de la table Excel. Donc, on a un grand nombre de colonnes, c'est de l'indexation. Et puis, quand on a un document qui arrive, on regarde juste chaque mot s'il est présent ou pas présent. À partir de là, on a la table Excel décrivant les documents. À droite, on se dit qu'on a un certain nombre d'exemples pour lesquels on sait si les documents sont positifs ou négatifs. Et on ressort toutes nos fonctions mathématiques pour poser un diagnostic sur chacun des documents. Et là, on a un système qui a les propriétés complètement opposées du précédent. Je ne sais pas si ça vous semble logique. J'ai une couverture parfaite. Je suis capable de traiter n'importe quel document. Et à l'inverse, j'ai une précision en chute. C'est-à-dire que régulièrement, je vais faire des erreurs. Et je vais même faire des erreurs bêtes, puisque j'ai complètement déstructuré ma donnée textuelle. J'ai du mal à anticiper là où mon système va être performant ou pas performant. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cet exemple-là ? Parce que ChatGPT, évidemment, il appartient à cette seconde catégorie de modèles. Il va être hyper intéressant, il va couvrir plein de choses, il va toujours répondre, et puis régulièrement, il va dire n'importe quoi, et on a du mal à anticiper quand est-ce que ça peut arriver comme situation. On voit bien que dans ces approches statistiques, l'enjeu de performance, il est critique. Il ne faut pas que notre système se décrédibilise trop souvent. C'est d'ailleurs, les industriels ont pendant des décennies eu du mal à vendre ces systèmes-là parce qu'on fait une démonstration au client, on explique que le système est efficace à 95% et le client tape une requête et là, il y a n'importe quoi qui sort et le système se décrédibilise quand bien même, d'un point de vue statistique, il est performant. Donc on voit bien que le critère de base, c'est augmenter la performance générale jusqu'à ce que le système se décrédibilise pas trop et que le public arrive à s'en servir. Une étape majeure dans ce processus-là, c'est le passage au deep learning. Et le passage au deep learning en texte, il est vraiment très intéressant. J'ai essayé de l'illustrer sur ce transparent-là. Le principal défaut de nos systèmes, quand on code l'information à gauche dans les cases d'un tableur Excel, c'est qu'on n'a pas de notion de distance entre les mots. Je vous ai fait un exemple. Il y a la voiture, le véhicule et le chat. Et n'importe quel humain sait que voiture et véhicule, c'est assez proche et que chat, c'est assez différent, quoi. Et pourtant, dans la table Excel, les trois concepts sont équidistants. Ils sont orthogonaux d'un point de vue mathématique. Quand on va passer au deep learning, on va vraiment changer de manière de représenter l'information de base. Et en fait, petit à petit, on va se dire, à partir de maintenant, nos mots sont des points dans l'espace. C'est un vecteur. On va parler d'apprentissage de représentation. Et on va avoir une technique pour, en regardant des grandes masses de données, faire bouger ces mots dans l'espace, en rapprocher certains, en éloigner d'autres. Et à la fin du processus, on veut que les mots qui sont synonymes soient extrêmement proches dans l'espace et qu'à l'inverse, les mots qui ont un sens un petit peu plus éloigné soient plus loin. Ça, c'est un algorithme qui a été proposé en 2013. Qui s'appelle Word2Vec. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous travaillez sur des aspects techniques de représentation de l'information textuelle. Moi, j'aime beaucoup cet algorithme parce qu'il est incroyablement simple et en même temps, 2013, c'est quand même incroyablement récent. Comment est-ce que ça marche ? En fait, on va avoir une fenêtre qui glisse sur du texte, des grandes masses de texte. Typiquement, faut
Il faut imaginer ça à l'échelle de Wikipédia. Et on fait une hypothèse toute bête. Quand deux mots apparaissent dans la même fenêtre, dans la même phrase, eh bien, ces mots, ils partagent un petit peu de sens, ils partagent un petit peu de sémantique, et je dois les rapprocher dans mon espace. Et puis là, il faut bien voir que si je ne fais que rapprocher des mots dans l'espace, au bout d'un moment, mon espace s'effondre en un point. Donc, je prends aussi d'autres mots qui n'apparaissent pas dans la fenêtre et puis je les éloigne. Et ainsi, j'ai mes mots qui bougent dans l'espace, qui se rapprochent et qui s'éloignent. Et ça va aboutir à un résultat assez fantastique. Non seulement les synonymes vont être proches, mais en plus, sans ajouter aucune hypothèse, je vais avoir une régularité. Je vais me rendre compte qu'entre un singulier et un pluriel, entre un féminin et un masculin, c'est toujours la même translation dans l'espace. Et ça, c'est fondamental parce que ça veut dire que non seulement j'ai encodé le sens des mots dans cet espace, mais j'ai commencé à encoder des connaissances élémentaires. D'accord ? Quand on se rend compte que les règles grammaticales, elles valent aussi sur de la régularité entre un pays et sa capitale, c'est qu'on a bien dépassé la grammaire et qu'on arrive un petit peu sur de l'encodage du sens fondamental des mots. Résultat extraordinaire pour toute la communauté d'analyse de la langue. Vraiment, il faut se rendre compte à quel point la communauté va être transformée en quelques années autour de ce pivot 2013. Et puis en même temps, résultat dérisoire, puisque même si on comprend le sens des mots automatiquement, il n'y a aucune tâche qui est au niveau des mots. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'analyse d'opinion, on va parler de traduction automatique. Souvent, on a envie de faire de l'extraction de connaissances. D'accord ? Qui est né où, a fait quoi dans la vie, est décédé à tel endroit, et d'encoder ça sous forme de graphe, de le mettre dans des bases de connaissances. Ça ne se joue jamais au niveau des mots. À minima, ça se joue au niveau des phrases ou des paragraphes. Donc, il faut qu'on arrive à changer d'échelle. Et changer d'échelle, c'est très dur. C'est très très dur, ça va être proposé dès l'année suivante, mais avec un paradigme qui est quand même assez radicalement différent. Au début, on avait fait des moyennes, comme chaque mot est une représentation vectorielle. On s'était dit, on va faire des moyennes, puis on va obtenir une représentation vectorielle de l'ensemble du message. Et on cherchait ce qu'il y avait à l'intérieur, mais on tombait un petit peu nulle part, on n'arrivait pas à en faire quelque chose de significatif. La proposition, elle a été faite par Sutskever en 2014, c'était de se dire, OK, il faut qu'on ait un algorithme d'apprentissage qui marche au niveau de la phrase. Il faut qu'on apprenne à agréger le sens de ces représentations vectorielles, le sens de ces mots, pour encoder finalement le sens de la phrase. Pourquoi c'est très important pour nous ? Parce qu'en fait, ça, c'est l'architecture qui va correspondre à ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA générative dans le domaine du texte. Et de nouveau, même si c'est récent, même si c'était dur à faire fonctionner, l'idée derrière, elle est hyper simple. L'idée, c'est que si dans une phrase, j'ai correctement agrégé le sens d'un mot à celui d'après, à celui d'après, à celui d'après, et que j'ai une représentation intermédiaire de ce groupe de mots, normalement, je dois être capable de prédire le mot d'après dans la phrase. Vous êtes capable de faire ça, enfin les humains sont capables de le faire. Le chien affamé court vers sa gamelle, ou vers, je ne sais pas, mais en tout cas, on a une idée précise du mot qui va suivre, et là, on essaye de le traduire sous forme d'algorithme, et ça va super bien marcher. Donc, ça y est, on a réussi à encoder le sens d'un groupe de mots au sens où on est capable de prédire le mot d'après. Donc ça, c'est fait. Et puis, je ne sais pas si vous voyez l'effet de bord. L'effet de bord, c'est que je suis capable de générer le mot d'après, puis le mot d'après, puis le mot d'après, puis le mot d'après, et en réalité, je suis capable d'écrire un message. Donc c'est vraiment l'architecture IA générative, encore une fois, moderne. Alors, c'est super. L'idée est très bonne. Ça coûte vraiment très cher. Pourquoi ? Parce que le fait de transformer mon message en un vecteur numérique, ça va. C'est maîtrisé, je fais une passe, c'est des architectures lourdes, ça coûte un petit peu, mais ça marche. Par contre, générer le mot d'après, ça c'est pareil, c'est un appel à peu près à la même architecture. Donc le prix que j'ai payé pour encoder ma question, encoder le début de la phrase, c'est le même prix que je paye pour générer le premier mot, puis le mot d'après, puis le mot d'après. Et donc là, évidemment, j'ai un processus hyper complexe. Et
avec nos stratégies, il faut voir, hein, on a des stratégies assez lentes, des stratégies avec des erreurs. Et donc, en plus, on ne le fait pas qu'une fois. On a tendance à le faire plusieurs fois pour réussir, in fine, à générer un message qui a du sens. Donc, on rajoute des couches coûteuses sur des couches coûteuses et on arrive à des architectures qui peuvent avoir un prix assez prohibitif de prime abord. Voilà, en termes de traduction automatique, ça va être une révolution, hein. Vous avez donc des mots qui correspondent à des représentations vectorielles. Vous avez ce que j'ai représenté avec la flèche verte, un réseau de neurones qui est là uniquement pour agréger le sens du message. Vous avez dans l'espace violet donc une représentation vectorielle, un vecteur de nombre correspondant à l'ensemble du message. Et cette architecture-là, dans un premier temps, elle avait été entraînée de telle manière qu'à partir de ce vecteur-là, en branchant le réseau de neurones ici, qui est symbolisé par la flèche noire, je devais être capable de régénérer le message d'entrée. D'accord ? Si ma représentation numérique est bonne, c'est que je peux régénérer le message qui a été encodé lors de la première passe. Et ça, c'est dingue, parce que si je suis capable de le faire en français d'une part, et ensuite en anglais d'autre part, avec des architectures de réseaux de neurones, je ne l'ai pas dit au début, mais qui sont d'une part hyper complexes, mais d'autre part hyper plastiques, flexibles. Je peux les bidouiller dans tous les sens. Et parmi ces bidouilles-là, je peux dire, ce message en français, je sais que c'est le même que ce message en anglais. Et donc je peux imposer que les deux représentations violettes se rapprochent. Et ça, vous imaginez, vous ne le faites pas à l'échelle d'une phrase, vous le faites à l'échelle des corpus, par exemple, collectionnés sur les discours au Parlement européen. Les discours au Parlement européen sont disponibles dans toutes les langues de l'Union européenne. Et il y a énormément de discours. Et pour chaque discours, je sais que chaque phrase dans une langue correspond à la phrase dans l'autre langue. Donc je suis capable d'appliquer cette stratégie-là. Et vous vous retrouvez avec le Google Translate de 2015. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, Google Translate, ça existait avant 2015. C'était un mot à mot un petit peu amélioré. On l'utilisait, hein, voilà. Mais il y avait plein de défauts. La sortie n'était pas exploitable directement. Et d'un seul coup, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec une architecture qui sortait des phrases correctes. Et elle sortait des phrases correctes grâce à cette architecture-là, au fait qu'on ait réussi pour la première fois à dépasser une traduction mot à mot. OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Si vous êtes tenu un petit peu au courant de l'actualité, vous avez probablement entendu parler d'une architecture sur laquelle reposeraient tous les réseaux de neurones modernes. L'architecture est dite des transformers. Les transformers, c'est quelque chose qui apparaît en 2017. On voit qu'on se rapproche encore. Et c'est une architecture qui est assez marrante. J'ai essayé de vous illustrer ça. À gauche, c'est des réseaux de neurones récurrents. Donc c'est une approche d'agrégation itérative des mots dans la phrase, comme si on lisait de gauche à droite et que petit à petit, on essaye de comprendre le sens de l'endroit où on en est. Et à droite, l'architecture transformer, elle attaque la phrase d'un bloc. Elle se demande un petit peu comment tous les mots dans la phrase interagissent entre eux. Et ça, c'est assez marrant, puisque ce qui va se passer, c'est que les interactions entre les mots vont localement faire évoluer la représentation d'un mot. Petit cas d'exploitation de ça. Vous avez le mot Washington. Washington, ça peut être un homme, ça peut être une ville, ça peut être un État. Comment est-ce qu'on se sort de cette polysémie ? En général, en tant qu'humain, on regarde les autres mots de la phrase et on arrive à peu près à comprendre de quoi il retourne. D'un point de vue algorithmique, c'est critique, puisque Washington va être associé à une seule représentation vectorielle. Donc, pour arriver à comprendre qu'il y a différents sens derrière cette représentation-là, c'est pas simple. Avec les transformers, ce qu'on propose, en fait, c'est que les mots de la phrase déteignent les uns sur les autres et que le mot Washington, avec son entrée universelle, acquiert petit à petit une représentation spécifique dans le cadre de cette phrase en particulier. Et effectivement, avec cette architecture-là, qui est quand même, encore une fois, plus cher que la précédente, on va avoir un gain de qualité assez significatif qui va déboucher vers les techniques d'IA modernes. Je
vous ai dit au début, nos projets d'intelligence artificielle, c'est vraiment comme des projets d'informatique. On identifie une entrée, on identifie une sortie, et à chaque fois, on recommence de zéro. J'ai besoin de détecter si un mail est un spam, j'ai besoin de détecter si un utilisateur va cliquer sur la publicité. Tout ça, c'est des projets silotés. Et là, ce qui se passe, c'est que petit à petit, on change de paradigme. Nos projets, ils sont de moins en moins silotés. Comment est-ce que ça va se passer ? Pour apprendre mon espace de représentation des mots, je vais le faire dans un premier temps. Je vais jouer sur Wikipédia, je vais jouer à éloigner, rapprocher les mots, je vais jouer à masquer un mot et à voir si je suis capable de le redécouvrir. Je vais jouer sur des tâches qui ne sont pas la tâche finale qui m'intéresse, ce n'est pas du sondage d'opinion. Et ça, je vais le faire à très grande échelle. Et une fois que c'est fait, je vais sauvegarder le résultat. Donc, mon résultat, c'est des mots positionnés dans l'espace et un système qui est capable d'agréger le sens de ces mots. Et pourquoi est-ce que ça change tout ? Ça change tout parce que du coup, j'ai une architecture hyper complexe. Ça, c'est des millions ou des milliards de paramètres à apprendre. Mais en même temps, j'ai fait un effort d'entraînement sur des bases de données colossales. Et puis, à un moment donné, moi, utilisateur lambda, j'arrive et je dis, mais ce qui m'intéresserait, c'est d'extraire tel type de tournure de phrase. C'est d'extraire tel type de connaissances. Et j'ai une base d'apprentissage qui est très restreinte. J'ai quelques dizaines d'exemples, quelques centaines d'exemples. Et pour la première fois, je vais être capable de me saisir d'architectures hyper complexes et de les entraîner avec très peu de données. Normalement, c'était antinomique. Normalement, c'était impossible. Et là, la porte s'ouvre parce que j'ai fait ce travail de pré-entraînement sur des données massives. Et donc, mon architecture, ce que je fais, c'est que je n'essaye pas de la prendre de zéro, j'essaye de la raffiner, de la fine-tuner, on dit en franglais, pour l'adapter à mon problème. Et ça, je peux le faire avec peu de données. Donc, architecture massive, peu de données, nouveau paradigme en fait, de développement de l'intelligence artificielle. ChatGPT, dans cet univers-là, c'est quoi ? C'est presque pas grand-chose. On va le voir juste après. Et pourtant, ça nous a sidérés. Donc, ça a sidéré le grand public, ça a sidéré plein de professionnels, et ça a sidéré les chercheurs à l'intérieur des labos qui travaillaient déjà sur le traitement de la langue. D'accord ? C'était des choses qu'on n'avait jamais vues. Et c'était d'ailleurs très désagréable de voir un système dépasser ce qu'on avait en laboratoire alors qu'il était disponible auprès du grand public. Donc ChatGPT, de base, c'est un apprentissage sur un corpus incroyablement massif. Je vous avais parlé de Wikipédia tout à l'heure. Pour ChatGPT, le corpus de base, Wikipédia représente 3% de ce corpus. Donc l'échelle à laquelle il faut raisonner, ce n'est pas Wikipédia, c'est vraiment le web. Et ensuite, l'architecture est assez simple. On cherche à prédire le mot d'après, un petit peu comme ce que je vous ai raconté, sur l'ensemble de ce corpus-là. ChatGPT, pourquoi il a eu des propriétés qui nous ont tant étonnés ? Parce que c'est une architecture qui est beaucoup plus grosse que ce qu'on manipulait jusque-là. Nos mots, évidemment, là, sur les transparents, j'ai fait des vecteurs en 2 dimensions. Sinon, je n'arrive pas à les représenter. Donc, mes mots bougent dans un espace à 2 dimensions. Dans la pratique, c'était un petit peu plus compliqué. On était sur des mots qui étaient en 500 dimensions. Et ChatGPT, à l'intérieur, c'est des mots qui sont en 12 000 dimensions. Donc, on voit qu'ils ont complètement changé d'échelle et qu'ils ont créé un modèle absolument monstrueux. J'ai essayé de vous donner d'autres éléments pour comprendre à quel point c'était colossal. Le modèle fait 175 milliards de paramètres, ce qui ne parle pas à grand monde en fait. Et 175 milliards de paramètres, ça veut dire qu'il faut 400 gigaoctets de mémoire vive pour le faire tourner. 400 gigaoctets de mémoire vive, là, ça devient colossal, puisque les plus gros GPU, les calculs marchent sur la carte graphique, donc il nous faut de la mémoire sur la carte graphique, qui est une mémoire qui est encore plus chère que la mémoire centrale de l'ordinateur. Les plus gros qu'on ait, ils ont 80 gigas de mémoire vive. D'accord ? Un GPU avec 80 gigas de mémoire vive, c'est 20 000 €. Si pour faire tourner le système, il m'en faut déjà 5, je ne sais pas si vous voyez la taille que ça représente. Voilà, les premiers transformers en 2017, la taille du réseau de neurones, c'était 100 millions de paramètres.
100 millions, c'était énorme, c'était dur à faire tourner sur des ordinateurs. Et là, 3 ans après, 5 ans après, il nous parle d'une architecture qui va avoir 175 milliards, le nombre d'ordres de grandeur qui ont été franchis dans l'intervalle. Donc ce système-là, il coûte extrêmement cher à faire tourner. Et je ne vous parle pas de l'entraînement, hein. Vous vous rappelez le schéma au début. Il y a une phase chère, c'est quand j'entraîne les paramètres de mon modèle. Et il y a une phase qui n'est pas chère, c'est lorsque j'exploite mon modèle qui est figé. Là, on parle de cette seconde phase, de juste exploiter le système. Et rien que ça, c'est déjà hors de prix. Donc c'est colossal, mais avec tous ces paramètres-là, on introduit une mémoire et on va introduire une qualité dans les phrases qui sont générées qui n'avait jamais été vue jusque-là et donc qui ont sidéré beaucoup de gens. Derrière, il faut comprendre aussi que l'IA, c'est jamais magique, ça ne fait que ce pour quoi ça a été entraîné, et si on s'était limité au système de base, on n'aurait jamais eu une réponse à une question. Évidemment, le système est entraîné à prédire le mot d'après. Si vous voulez savoir quand est-ce que Kennedy est décédé, et que vous demandez quand est-ce que Kennedy est décédé, ça ne marche pas. Le système, il va vous sortir une espèce de paraphrase de la phrase de la question d'origine. Pourquoi ? Il n'a pas été entraîné pour répondre à des questions. Si vous voulez vraiment la réponse à cette question-là, il faudrait lui dire « Kennedy est mort en », là ça marche. Là, on est dans le cadre pour lequel il a été entraîné. Il dit 1969, tout ça. Voilà. Et donc, évidemment, il a fallu créer des bases de données de questions et de réponses. Donc ça, c'est des humains qui créent des données pour que notre algorithme ait son comportement qui soit modifié. Et on lui dit, lorsque c'est cette question, il faut répondre cette chose-là. Lorsque c'est cette question, il faut répondre cette chose-là. Et petit à petit, le système se transforme et il comprend la logique d'une question. Et d'un seul coup, on arrive à avoir des résultats qui sont satisfaisants pour les problèmes que l'on se pose. Il faut aller plus loin. Il faut le nourrir avec des questions de tous les horizons, des questions de physique, beaucoup de petites questions logiques. Je vais au marché, il y a 10 pommes sur l'étalage, j'en achète 7, combien il en reste ? Au début, le système dit absolument n'importe quoi. Et quand on l'entraîne, quand on lui pose plein de petits défis comme ça, et petit à petit, c'est l'ensemble des réponses aux questions qui se voient améliorées. Et puis la pierre angulaire de ChatGPT, c'est le dernier étage de l'entraînement, ce qu'on appelle des fois RLHF, Reinforcement Learning with Human in the Loop, with Human Feedback, pardon. C'est un système qui donc fait la part belle à l'humain et qui va avoir plusieurs conséquences. D'abord, comment ça marche ? On joue un petit peu avec l'aléatoire à l'intérieur de notre modèle et pour chaque question, au lieu de générer une réponse, on génère 10 réponses. 10 réponses assez différentes les unes des autres. L'humain reprend la main et l'humain dit « Ok, la première réponse est très bonne, la deuxième moyenne, la troisième pas mal et la dernière, la dernière est hors sujet, on ne veut pas en entendre parler. » On fait ça massivement. Évidemment, vous allez comprendre que l'algorithme s'entraîne en boucle à maximiser le score à ses réponses. Et là, on a un grand gain de performance sur ce qui sort. Mais il y a un autre effet hyper important. Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde. Notre modèle n'est absolument pas censuré. Si vous lui demandez de faire l'apologie du nazisme, il n'y a aucun problème. Il a lu Wikipédia. Il sait très bien ce que c'est que le nazisme. Il voit ce que c'est que l'apologie. Il va faire l'apologie du nazisme. Si vous voulez rendre votre modèle acceptable et lui poser des limites, vous avez ici un mécanisme qui permet de le faire. Il suffit que l'humain prenne les sorties par défaut du modèle, leur donne des très très mauvaises notes, éventuellement se mette en relation avec le service de communication et génère une nouvelle réponse sur mesure, oriente tout vers ces nouvelles réponses-là, et vous avez un système de censure algorithmique qui va marcher très bien et va être au cœur de ChatGPT. Voilà. Comment est-ce qu'on parle à ChatGPT ? Bon, je pense que vous avez déjà joué avec. C'est étonnant. Au premier abord, on se dit il suffit de lui poser des questions. Puis petit à petit, on se dit non, en fait, il faut lui donner plus de détails. Il faut lui expliquer qui on est. Il faut lui expliquer un petit peu ce qu'on cherche. On n'est pas obligé. Ça marche par défaut. Mais plus on lui donne de détails, plus on obtient directement des réponses qui sont pertinentes par rapport à ce qu'on recherche. Et ça,
Il n'y a pas besoin de lire un bouquin. Il suffit de jouer 1 heure ou 2 avec, et au bout d'1 heure ou 2, on se rend compte qu'on ne parle pas pareil au système qu'on lui parlait au début. Là où le système va exceller, hein, notamment, c'est sur la gestion de la forme de la sortie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est parmi les instructions qu'il faut absolument donner au modèle, il faut lui dire est-ce qu'on veut une réponse longue, est-ce qu'on veut une réponse courte, est-ce qu'on veut du langage scientifique, est-ce qu'on veut du langage de vulgarisation. Voilà, il a été très largement entraîné sur des bases de reformulation et il excelle complètement dans cette tâche-là, donc ça vaut le coup de l'utiliser pour faire ça. Ok, ça on va passer. Ça c'est, je vais aller très vite, mais c'est vrai que c'est la clé vers les modèles futurs qu'on est en train de développer, donc c'est assez important. Vous avez compris que l'essentiel de la technique qu'on utilise, c'est de transformer un message complexe à base de mots en un vecteur numérique. Et on est capable de faire exactement la même chose avec une image. À partir de là, développer un système multimodal devient quelque chose d'accessible, puisque c'est extrêmement dur de mêler du texte et de l'image. Par contre, c'est extrêmement simple d'un point de vue mathématique de mêler un vecteur qui représente le texte et un vecteur qui représente l'image. Et donc, on va réussir à faire des choses incroyables en ayant basculé toutes nos modalités de données dans cet espace de représentation intermédiaire. On a des grandes limites dans toutes les techniques d'analyse de données qui s'appliquent parfaitement aux sorties de ChatGPT. Première limite, on n'a aucune idée de ce qui est vrai ou pas vrai. On est dans un système probabiliste, on va maximiser une vraisemblance. Ça veut dire qu'on va générer un message qui est plausible. Et je ne sais pas si vous avez déjà joué, il y a un exemple normalement qui est fantastique, c'est de faire générer à ChatGPT une bibliographie. Oh, c'est trop beau. Moi, j'avais demandé sur des auto-encodeurs variationnels parce que j'aime bien ça sur les séries temporelles, mais on s'en fiche. Et c'est chouette parce qu'il sort une bibliographie incroyablement crédible. C'est vraiment des auteurs qui travaillent dans le domaine. C'est vraiment des bouts de titres qui existent. Il sort même les résumés des articles. Mais en fait, rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Les auteurs n'ont pas participé à cet article-là. La date est fausse. Bref, tout est inventé. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des connaissances rares. D'accord ? Nous, c'est vrai que quand on est cité une dizaine de fois, on est content, mais en fait, 10 fois à l'échelle du web, c'est très peu. Et donc, le système est très peu passé là-dessus. Et autant il est performant sur du Wikipédia, autant il n'est pas performant sur de la bibliographie. Et par contre, il invente des choses qui ont du sens. Il ne va pas mettre ça il y a 20 ans, parce que non, c'est des architectures qui ont 10 ans, et il va bien les positionner il y a 10 ans. Donc, il est complètement cohérent dans la génération, mais on voit bien la différence entre quelque chose qui est vrai et quelque chose qui est vraisemblable. Voilà. Et ben lui, il travaille sur quelque chose qui est vraisemblable. On ne sait pas évaluer l'IA générative. Donc ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. C'est assez stupéfiant. Ouais, ok. C'est quelque chose qui est assez stupéfiant. On génère du texte. Et en fait, la seule chose qu'on sait évaluer, c'est si on a bien prédit le mot d'après. Or, ce n'est pas ça qu'on veut quand on veut répondre à une question. On veut savoir si la réponse elle a du sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à évaluer. Notre modèle, il est très confiant en lui-même. Hyper confiant même. Et donc, en fait, il ne sait jamais quand est-ce qu'il va se tromper. On aimerait lui dire, si tu hésites, ne réponds pas. On aimerait lui dire, si tu hésites, dis-le-moi, à minima. Ça ne marche pas. Notre modèle, il est toujours confiant. Qu'il dise des choses vraies ou des choses fausses, ça donne n'importe quoi. Voilà, il n'est pas très stable. Je vais passer un petit peu vite pour conclure sur des choses qui m'intéressent particulièrement. Ok, bon. Donc je vais conclure pas si vite, mais on va quand même avancer. Sur qu'est-ce qu'on fait avec ces modèles de langue. Qu'est-ce qu'on fait avec ces modèles de langue ? Eh ben, on va revisiter toute la recherche d'informations. Donc ça, j'imagine que c'est un sujet qui vous tient un petit peu à cœur. Vous devez voir comment fonctionne un moteur de recherche
historique. On prend plein de textes sur le web, on prend les mots et en fait on indexe la présence des mots. Et lorsqu'on a une requête, eh ben, on regarde les mots de la requête et puis avec une métrique qui va bien, type BM25 ou autre, on arrive à renvoyer les documents qui sont le plus pertinents. Comment est-ce que nos modèles de langue vont revisiter tout ça? Eh bien, nos modèles de langue, on est d'accord, ils sont capables d'analyser un document ou un paragraphe dans le document et d'en faire un vecteur numérique. Et donc, l'enjeu, c'était quoi? L'enjeu, c'était de changer l'infrastructure technique qui est au milieu et au lieu d'indexer des mots, d'être capable d'indexer des représentations continues. Et donc, si vous allez vers des bases de données modernes, eh bien, vous avez ces modules d'indexation-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'autre côté, la requête de l'utilisateur doit aussi passer dans un modèle de langue, sort aussi sous forme d'un vecteur numérique, et ça veut dire que toutes les métriques intermédiaires sont changées. Au lieu d'avoir un BM25 sur des co-occurrences de mots, on va avoir une métrique cosinus entre deux vecteurs numériques pour essayer de retourner ce qui est le plus pertinent. Donc ça, c'est assez chouette. Évidemment, ça va marcher aussi sur l'image, puisque l'image, on sait en faire des vecteurs numériques. Donc si on a été capable d'indexer le texte sous forme numérique, on peut indexer l'image sous forme numérique. Et puis, à la fin, on espère tout mélanger. On espère avoir une représentation de l'information textuelle, une représentation de l'information numérique, et on espère que les modalités s'enrichissent l'une l'autre et que mon moteur de recherche devient globalement plus performant. Ouais, et puis ça, c'est mon petit plaisir personnel. J'adore faire des systèmes de recommandation. Un profil utilisateur, c'est de nouveau un vecteur dans un espace latent, et donc rien n'empêche de personnaliser les résultats d'un moteur de recherche, si on travaille déjà avec des vecteurs de nombres, en se demandant quels sont les vecteurs de nombres qui ont le plus d'affinité avec mon utilisateur, qui est également un vecteur de nombres dans le même espace. L'interrogation d'un moteur d'un modèle de langue, c'est radicalement différent. Je pense que vous en êtes conscient. Vous posez une question à ChatGPT, le processus est radicalement différent. Vous avez une séquence de mots en entrée, c'est votre question, et vous avez un système qui génère le mot d'après, le mot d'après et le mot d'après, et donc vous n'avez aucune garantie ni aucune source associée à ça. La seule possibilité, c'est de revenir à l'usage des modèles de langue qu'on avait avant ChatGPT. Avant ChatGPT, en fait, comme nos modèles n'écrivaient pas bien, la seule chose à laquelle ils étaient pertinents, c'était essayer de chercher une réponse à une question, mais dans un document qu'on fournissait. On disait, voilà, je veux la réponse, mais dans ce document-là. Et en fait, on retrouve cet usage-là dans les approches modernes type RAG, Retrieval Augmented Generation, où on donne notre requête, et puis on donne des documents, et on espère que le système est capable de chercher la réponse dans ces documents-là. Donc on réintroduit la source des informations, ce qui est critique quand on cherche des informations là. Évidemment, il faut se demander d'où viennent les documents qu'on recherche, et là, il n'y a pas de magie. En fait, on se rebranche sur un moteur de recherche. Donc on fait une requête sur un moteur de recherche, on récupère un certain nombre de documents. Ça peut être des documents qui viennent d'Internet, mais aussi d'un intranet spécialisé à l'intérieur des entreprises. Et puis on utilise notre modèle de langue pour dépouiller ces recherches-là et donner une réponse beaucoup plus agréable à l'utilisateur, mais en citant la bonne source. Voilà, globalement, vous allez utiliser les modèles de langue pour faire du formatage, beaucoup. C'est très important de comprendre que vous n'accédez pas toujours aux connaissances internes du modèle. Quand moi, j'utilise un modèle de langue pour faire une lettre de recommandation à un étudiant, c'est évident que le modèle de langue, il ne connaît pas mon étudiant, normalement, pas encore, quoi. Et donc, qu'est-ce que je dis? Je dis où est-ce que j'ai rencontré l'étudiant, je dis quelles sont les qualités de l'étudiant, je dis pourquoi je veux faire cette lettre-là. Si c'est pour une bourse de thèse, je donne le titre de la bourse de thèse. Et à ce moment-là, c'est fantastique. J'obtiens une lettre de recommandation qui est loin d'être parfaite, mais le canevas est hyper intéressant. Il va me permettre de gagner énormément de temps. Ce que j'ai utilisé, c'est la capacité de reformulation de quelques notes prises en une structure qui ressemble à une lettre de recommandation de la part du modèle, mais je n'ai pas exploité les connaissances internes du modèle. Donc ça, c'est la première catégorie d'usage. Deuxième catégorie d'usage, je vais faire du brainstorming.
Je vais faire c'est chouette, c'est marrant. Je vais faire du développement informatique. Et là, OK, c'est radicalement différent. Je vais chercher les connaissances qui sont à l'intérieur du modèle. Je lui demande de répondre à une requête compliquée qui demande des connaissances externes. Quand on demande à ce système-là d'attaquer des choses qui sont dans notre domaine, vous avez probablement joué avec les modèles de langue, vous avez probablement joué dans votre domaine. Moi, une des premières choses que j'ai demandé, c'est un plan pour faire un cours introductif à l'intelligence artificielle. La réponse, elle est bateau. Hein. C'est pas bête, mais c'est bateau. Et là où ça devient marrant, c'est quand on commence à se dire, ouais, mais OK, dans ce premier point-là, est-ce qu'on est capable de faire émerger 10 sous-thèmes ? Et puis, dans le troisième sous-thème qui a l'air marrant, qu'est-ce qu'on mettrait comme information ? Et quand on creuse comme ça, c'est extrêmement intéressant. C'est là où on a des idées qui peuvent émerger. C'est là aussi où le modèle va commencer à raconter n'importe quoi. Donc c'est vraiment du brainstorming au sens originel du terme. Ça part dans tous les sens. Il y a plein de fautes au milieu. Et puis il y a cette idée où on se dit, ça c'est malin. Et là, on a gagné du temps. Et en même temps, évidemment, on voit bien que c'est un processus dans lequel on a intérêt à garder une forme de contrôle un peu serré. Voilà. Évidemment, avec les limites du machine learning, ça entraîne un certain nombre de risques, plein de risques. Il y a eu une topologie des risques faite par Laura Weidinger qui est assez sympa sur notamment ce qui se passe autour des modèles de langue. La typologie est bonne. Un des trucs critiques, c'est l'accès à l'information. Puisque si un système est capable de générer 1000 versions différentes d'une même information, et que vous recevez ça par des canaux différents, avec des écritures différentes, il ne faut pas se leurrer, on est très sensible. On dit oui, quand il y a une information, on va voir la source. C'est vrai, il faut le faire, évidemment. Mais là, on est face à quelque chose de nouveau, une forme qu'on ne connaissait pas. De la même manière que notre inconscient, quand il voit une image, il pense que c'est vrai. Parce que générer des images fausses, on sait le faire que depuis très peu de temps. Et notre inconscient, il n'est pas encore adapté à ces nouvelles capacités. Et donc, on doit faire un effort durant cette phase de transition, de prendre sur nous-mêmes et de encore mieux vérifier d'où viennent les choses. Ça, c'est le facteur humain. D'un point de vue informatique, le problème est le même. Hein. Quand vous jouez avec Google, vous n'allez jamais voir au-delà du 5e résultat. Donc, vous vous fiez complètement à la hiérarchie qui vous donne en termes de cotation d'informations. Et Google va être hypersensible à ces modèles de langue-là. Et puis, je vais conclure sur les biais. C'est le message que j'aime beaucoup. En analyse de données, on a un problème qui s'appelle les biais. D'accord. Vous voyez probablement de quoi il s'agit. On va revenir dessus. Sauf que nos algorithmes, en réalité, la seule chose qu'ils savent faire, c'est extraire des biais statistiques. Si j'ai envie de me demander qu'est-ce que c'est qu'un chat, dans une image, un chat, c'est une texture de poils, c'est des moustaches, c'est une forme d'oreille. OK, c'est des biais statistiques qui le distinguent d'autres choses. Et si vous vous posez la même question dans une base de données de ressources humaines, qu'est-ce que c'est qu'un cadre supérieur ? C'est un homme blanc, âgé, tout ça. Et en fait, il y a un des biais qui ne vous pose aucun problème, et puis il y a un des biais qui est totalement inacceptable dans la société moderne. Et comme nos algorithmes ne font absolument pas la différence entre ces deux situations-là, ça veut dire qu'on en revient à ce que je vous ai dit avec le problème de censure algorithmique dans le chat GPT. Il va falloir les corriger un par un à la main. Il n'y a aucune méthode automatique qui va nous permettre d'y faire face. Et les biais, ils sont nombreux, hein, évidemment. Enfin, je pense que vous avez tous les exemples en tête. La traduction de l'anglais au français de The Nurse and the Doctor est fantastique, hein, toujours l'infirmière et le médecin. Et voilà, mais ça va plus loin. Si vous générez des images, c'est bourré de biais et tout ça. Voilà, le transparent sur lequel je m'arrêterai, c'est celui-là. Corriger les biais, c'est un processus manuel. Bon, ça veut dire que vous êtes en train d'introduire une ligne éditoriale à l'intérieur de vos algorithmes. Complètement. Moi, l'exemple que je prends, c'est j'avais demandé à un moment donné à ChatGPT si la Terre était plate. Et ChatGPT dit non, la Terre est ronde. OK.
Et puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'aux États-Unis, c'était une question sensible en ce moment et que c'était quasiment évident que la réponse que j'étais en train de lire, ce n'était pas une réponse qui venait de Wikipédia ou autre, c'est une réponse du service communication d'OpenAI qui a rédigé quelque chose de très propre, très lisse pour ne fâcher personne, mais expliquer que la Terre était ronde. Et c'est vrai que les gens ont souvent l'illusion que l'IA, c'est quelque chose de neutre. Que c'est une espèce de connaissance globale qui vient de tellement de sources que finalement, il y a une certaine légitimité dans la réponse. Et c'est archi faux. Je veux dire, on est face à un travail éditorial. Et cette ligne éditoriale, elle est complètement invisibilisée. C'est probablement un des plus gros problèmes de ce nouveau mode d'accès à l'information. On s'arrête là ? Donc, petite phase de questions. Merci beaucoup pour cet exposé. Je pense, pour moi comme pour vous, extrêmement éclairant. On voit vraiment comment ces machines fonctionnent et pourquoi on arrive à ces biais et les limites et aussi toutes les opportunités que ça peut nous offrir. Une question, jeune homme ? Alors, merci beaucoup pour votre intervention, monsieur. J'aurais une question concernant les accès à des informations interdites dont vous parliez que l'IA peut générer. Et ma question, c'est par conséquent, est-ce que l'IA peut alors être utilisée dans des régimes autoritaires comme un canal pour accéder à des propos ou des contenus d'opposants politiques ? Ouais, la réponse est évidemment oui. Alors, ça date des moteurs de recherche, hein. J'ai un collègue iranien à Grenoble qui avait essayé d'expurger ces choses visibles sur Internet avant de rentrer en Iran. C'est difficile de faire ça, il y a une mémoire. Le problème, il est double. Les LLM ne sont pas encore soumis aux mêmes réglementations que les moteurs de recherche. Donc le droit à l'oubli, par exemple, qui existe sur Internet, eh ben, dans les modèles de langue, il va falloir l'imposer, mais il n'est pas encore imposé. Donc vos informations, elles sont mémorisées, elles sont restées mémorisées. Si vous avez mis des informations personnelles sur une page donnée, puis que vous l'avez oublié parce que c'était il y a longtemps, le modèle de langue risque d'y avoir eu accès et il pourrait les ressortir dans certains cas de figure qui ont été étudiés dans la littérature. Donc oui, il y a un problème d'accès à des informations qu'on aimerait avoir fait disparaître, qu'on aimerait avoir cachées, auxquelles on aimerait plus faire référence. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais revenir sur l'exemple pour savoir si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire et s'il n'y a pas un biais justement qui me pose question. Non, sur exactement là où vous étiez, sur la planète, la Terre. Ah, pardon, oui, excusez-moi. Là, voilà. Parce que si la réponse de ChatGPT, mais qui est une réponse préfabriquée, vous nous avez dit par le service communication, a priori. Bon, si on suppose un problème de transparence en plus avec ChatGPT. Donc si on est dans l'hypothèse, ok, si on part du principe que c'est cela dont il est question, si vous dites qu'ils répondent qu'elle est ronde, c'est très ambigu, parce que là, la Terre en haut, elle est ronde, mais plate, alors qu'en bas, elle est ronde, mais sphérique. Donc ça veut dire qu'il ne nie pas le fait que dire qu'elle est plate est une ineptie. Vous voyez, c'est très, très, très ambigu. Non, mais vous voyez, alors, ça pose quand même beaucoup de questions. Là, c'est une illustration hyper rapide. Faut jouer avec le système. La réponse est longue. Donc il n'y a pas cette ambiguïté-là dans la réponse qui est proposée. Ça a été pour moi un déclencheur de prise de conscience de l'importance de la ligne éditoriale dans ces modèles-là. D'accord. Alors j'avais une autre question qui m'intéresse beaucoup plus. C'était le fait que, si j'ai bien compris, pour arriver à développer de tels dispositifs, il faut quand même avoir une base, d'infrastructure technique. Et les puces de NVIDIA, par exemple. Et donc, ça veut dire que tant qu'on n'a pas ces puces-là, on n'est pas capable de faire ça. Pas à ce niveau-là, pas avec cette échelle-là. Non, c'est ça. Donc, il faut vraiment faire évoluer toute cette infrastructure technique pour que, par-dessus, on parvienne à faire ça.
Ouais. On est bien d'accord. Il y a plein de, enfin, ça ouvre un nouveau champ, hein, mais oui, on ne peut pas entraîner un modèle de langue si on n'a pas 2000 GPU sous la main. C'est pas raisonnable. Théoriquement, ça serait une cinquantaine. Dans la pratique, c'est pas du tout une cinquantaine. Dans la pratique, pour que ça marche, que ça plante pas, c'est plusieurs milliers. Donc c'est le coût d'accès à ces technologies-là est extrêmement élevé. Le coût d'exploitation est aussi extrêmement élevé, avec un coût environnemental qui évidemment est proportionnel au coût financier. Donc ça pose un vrai problème. La seule bonne nouvelle, c'est que on s'améliore à grande vitesse. Mais simplement, il faut regarder le chemin. Il y a 18 mois, une requête ChatGPT, c'était 100 fois le coût d'une requête Google. Aujourd'hui, une requête ChatGPT, c'est 10 fois le coût d'une requête Google. Est-ce qu'on doit considérer que le travail d'optimisation qui a été fait en 18 mois est sidérant, ou est-ce qu'on doit considérer qu'on va droit dans le mur parce qu'on va multiplier par 10 la consommation électrique liée à notre accès à l'information? Évidemment, on est entre les deux, mais... Ouais. Merci. Vous avez surtout focalisé sur ChatGPT, vous avez un peu évoqué les problèmes de transparence qu'il peut y avoir. Est-ce que vous pouvez commenter un peu les concurrents, GingFace, etc., qui essayent d'ouvrir ça? Est-ce que du coup, nous, en tant qu'utilisateurs, vaut mieux qu'on se porte vers ces alternatives-là? Votre point de vue là-dessus? Ouais, alors effectivement, c'est critique, hein, la transparence. Il y a grosso modo 3 niveaux de transparence possibles pour un algo. Il y en a beaucoup plus. Il y a des benchmarks de transparence qui sont hyper intéressants, mais si on regarde d'un point de vue très macroscopique, soit vous n'avez accès à rien de rien. ChatGPT, vraiment, on ne connaît pas les détails de l'architecture, on ne sait pas qui fait la ligne éditoriale, on ne sait pas ce qui a été corrigé, on n'a pas accès au poids du modèle, on n'a accès à rien. Vous avez ensuite un niveau qui est accessible sur Hugging Face qui s'appelle les open weights, c'est-à-dire on a accès au poids du réseau de neurones. On peut s'en saisir, on peut analyser ce qu'il y a à l'intérieur, et puis on peut aussi raffiner le réseau de neurones sur des données qui nous intéressent. Donc ça, d'un point de vue technique, c'est fantastique, c'est une vraie opportunité. C'est les modèles Llama de Facebook et tout ça. Mais il faut comprendre que sur ces modèles de langue-là, ce n'est pas complètement transparent parce qu'on ne sait pas sur quelles données ils ont été entraînés. Et ça, c'est critique parce que notamment quand on fait de l'extraction de connaissances et qu'on joue sur les benchmarks historiques du domaine, on a un problème de fuite de données. On ne sait pas si le benchmark a déjà été vu lors de l'entraînement du modèle. Et donc, techniquement parlant, on n'aurait pas le droit de jouer à évaluer la performance de notre modèle parce que si ça se trouve, il a déjà vu les données. Et il y a très peu de modèles, mais il y en a quand même quelques-uns. Il y a eu l'initiative Bloom très tôt, et puis il y a eu ensuite différentes approches. Il y a eu Croissant LLM là récemment, que j'aime vraiment beaucoup, pour lesquels on a tout. On a les sources, on a même un moteur de recherche sur les sources, donc ils ont même caché des informations personnelles à l'intérieur des sources pour voir ce qui allait rester à l'intérieur du modèle de langue. Et donc là, ça c'est des outils fantastiques. Et puis, il y a une autre question qui est qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'utilisateur? Et en fait, en tant qu'utilisateur, on est complètement partagé. L'acceptabilité, quand on est en conférence, on dit que c'est un problème d'éthique, de responsabilité. Et dans ces cas-là, on devrait utiliser le modèle Bloom. Et si le modèle Bloom est vraiment un fantastique objet d'étude pour les laboratoires, le modèle Bloom, il marche quand même très mal. Les réponses ne sont pas bonnes. Et très vite, on se rend compte que dans l'acceptabilité, il y a la performance aussi. Et aujourd'hui, toutes les entreprises du CAC 40, je pense, ont pris des abonnements absolument hors de prix à ChatGPT sans se poser aucune question, parce que leur souci principal, c'était la sécurité de leurs données. Ils ne voulaient surtout pas que les employés aillent sur la version publique où ils ne maîtrisaient pas, où les données étaient en vadrouille. Et donc, ils ont dit, le seul critère qui nous intéresse, c'est la performance. Évidemment, après, vous, en fonction des cas de figure, vous allez nuancer, prendre en compte tous les paramètres. L'amélioration rapide des modèles Llama. Llama n'était pas concurrentiel au début. Aujourd'hui, il est largement concurrentiel. Donc, ça change un petit peu. Les données changent un peu chaque semaine. Merci beaucoup. Alors, peut-être une dernière question avant la pause d'un quart d'heure de 45.
Merci pour votre intervention. Vous avez bien montré que c'est allé très très vite en quelques années, voire en quelques mois pour ChatGPT. Est-ce que vous pensez qu'on peut prévoir la prochaine innovation dans l'IA, les évolutions du modèle ChatGPT, notamment, ce qu'elle sera dans, je ne sais pas, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Non, moi je n'ai pas vu venir ChatGPT, donc je joue pas. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'on voit qu'il y a eu des étapes qui ont été franchies tous les 3-4 ans ces dernières années. AlphaGo, il y a eu des choses vraiment hyper significatives qu'on pensait pas, auxquelles on ne pensait pas accéder avant des années et qui sont arrivées. Il va y avoir des évolutions, c'est sûr. Nous, les évolutions sur lesquelles on bosse énormément, c'est l'interface entre les modalités de données. Donc texte-image d'une part, ça renforce vraiment les deux modalités. Sur les séries temporelles, beaucoup essayer de faire le lien entre de la donnée textuelle et des séries temporelles. Maintenant, est-ce que la prochaine révolution, elle sera là-dedans ou pas? Non, je sais pas. Merci beaucoup. Encore une fois, on peut vous applaudir pour cette présentation